Denis Sassou Nguesso salue le vice-président américain qui est accompagné aussi de son épouse. Salue les personnalités américaines venues assister à cette cérémonie historique à la Maison-Blanche. Les deux présidents montent sur le podium, l'estrade qui a été dressée à cet effet, où ils vont s'immobiliser pour l'audition des hymnes nationaux. Ce sera les Trois Glorieuses pour le Congo et la bannière étoilée pour les États-Unis. Pendant ce temps, 21 coups de canon saluent cet événement qui fera date dans l'histoire de la diplomatie congolaise, dans l'histoire de relations entre le Congo et les États-Unis. Les hymnes nationaux. Après l'audition des hymnes nationaux, les deux chefs d'État vont procéder maintenant à la revue des troupes. Yves Roger Yebeka, je pense que cette visite du président Denis Sassou Nguesso est historique à plusieurs égards, car les aspects particuliers du contexte dans lequel se déroule ce voyage, ces aspects sont nombreux, Yves Roger Yebeka. Oui, ils sont nombreux, Jean-Claude Kakou, d'autant plus nombreux que je pense que dans l'histoire du Congo, je suis certain que très peu de gens auraient pu penser un seul instant que les Trois Glorieuses allaient être jouées à la Maison-Blanche et que le drapeau rouge allait flotter ici où se trouve le berceau de la Révolution américaine. Il y a aussi le fait que, nous l'avons cessé de le dire, en cette année 1990, le président Denis Sassou Nguesso est le tout premier chef d'État africain à mettre pied à la Maison-Blanche en visite d'État, c'est-à-dire en visite officielle. Nous le disons non pas pour en
quelque sorte nous rendre justice, mais je crois qu'il faut quand même saluer cet événement qui a été déjà, dont l'hommage a été déjà rendu par l'ambassadeur des États-Unis à Brazzaville, lui qui connaît la diplomatie, lui qui connaît et qui suit les relations entre le Congo et son pays. Alors donc, comme vous le disiez tout à l'heure, Jean-Claude Kakou, c'est une visite qui revêt un intérêt tout à fait particulier et qui revêt également plusieurs aspects historiques. Les deux chefs d'État passent en revue les troupes ici à la Maison-Blanche. C'est toutes les armées américaines représentées sur cette pelouse de la Maison-Blanche. Il y a l'armée de terre, il y a l'armée de l'air, il y a la marine américaine. Et vous avez à côté de ça la vieille garde coloniale qui date de l'époque de George Washington. Cette vieille garde qui va jouer des tambours et des flûtes, c'est ça, c'est inscrit dans la tradition des accueils ici à Washington. Voilà, la visite du président Denis Sassou Nguesso aux États-Unis, comme pour nous répéter, est historique à plusieurs égards. D'abord, c'est la première visite d'un chef d'État ici aux États-Unis depuis le début de cette année. C'est la première visite d'État d'un président africain depuis que M. George Bush préside aux destinées de ce pays. Et plus particulièrement, le président Denis Sassou Nguesso arrive à Washington le jour même où Nelson Mandela est libéré. C'est là tout un symbole quand on se rappelle les gros efforts consentis par le président Denis Sassou Nguesso dans ce lourd dossier de l'Afrique australe. Le président Denis Sassou Nguesso arrive au moment où les choses commencent à s'assouplir en Afrique australe. La Namibie bientôt indépendante, des mesures d'assouplissement absolument spectaculaires en Afrique australe. Je crois que c'est là un jour symbolique pour la diplomatie, pour la politique extérieure du président Denis Sassou Nguesso. On se souviendra que la première visite du président Sassou à Washington en 1986 coïncidait avec la prise des sanctions au Congrès américain, des sanctions contre l'Afrique du Sud. La deuxième visite du président Denis Sassou Nguesso coïncide avec la libération de Nelson Mandela. Ce sont là des coïncidences heureuses qui frappent, qui ne passent pas inaperçues. C'est donc le défilé de ce qu'on peut appeler la vieille garde coloniale, avec ses tambours qui passent devant les chefs d'État immobilisés sur l'estrade de la Maison-Blanche. Yves Roger Yebeka. Oui, Jean-Claude Kakou, cette vieille garde est très admirée et nous signalons à tous ceux qui nous suivent que c'est une cérémonie qui a lieu en plein air. Contrairement à ce qu'on aurait pu s'imaginer. Imaginez donc le palais du peuple ou devant le palais des congrès, cette cérémonie, la réception officielle d'un chef d'État qui se déroule en plein air et c'est là assisté de plusieurs personnes. D'ailleurs, je crois qu'on a pu apercevoir tout à l'heure une petite, disons, la colonie congolaise qui tout à l'heure agitait les drapeaux pour saluer cet événement très historique. Pendant ce temps, cette vieille garde coloniale continue à marcher devant le chef d'État immobilisé, Jean-Claude Kakou. Dans un pas saccadé, très remarquable. Oui, je pense que ça remonte à une époque très lointaine et ça prouve aux générations nouvelles que ce pays a connu une grande tradition, que c'est comme ça, certainement bien au début, que les cérémonies de ces gens se déroulaient. Alors donc c'est un parfait mariage entre la tradition et le modernisme. Et tout à l'heure, pour vous situer sur ce qui va se passer après cette revue des troupes, et il y aura bien entendu un échange de propos entre les deux présidents. Ce sera aussi un événement très important. Et après l'échange de propos, eh bien, le président George Bush va recevoir le couple présidentiel congolais dans son bureau ovale. Et un peu plus tard,
vers la fin de la cérémonie, il va se déplacer pour le cabinet, pour une nouvelle rencontre, et cette fois-ci un peu plus longue, toujours avec le chef d'État congolais. Et cette fois-ci, la rencontre sera élargie avec les membres de la délégation congolaise, parmi lesquels les ministres d'État. Et je pense que ceux qui ont un beau regard ont pu apercevoir ces ministres qui font partie de cette délégation présidentielle et qui ont été invités. Jean-Claude Kakou, la cérémonie n'est pas ouverte à tout le monde, notamment à ceux qui n'ont pas été invités, tout au moins en ce qui concerne la délégation venue de Brazzaville. Je crois que c'est à partir de cette date du 12 février 1990 que l'on peut réellement parler, que l'on peut réellement envisager une coopération véritable entre les États-Unis et la République populaire du Congo. C'est vrai que les deux pays... Bon, nous allons maintenant écouter l'allocution de bienvenue du président George Bush. Je vais ici demander à Madame Johnson de nous traduire le discours de Jean-Claude Kakou. Il y aura une traduction juste après, quelques mots du président. Donc ça se fera au fur et à mesure. Ah bon, je crois que c'est ça. Namibia is on the verge of independence. And in Angola, Cuban troops have begun the Je crois que là, process. le président George Bush est en train de décrire le contexte dans lequel se déroule ce voyage. Il rappelle l'indépendance prochaine de la Namibie, il rappelle le retrait des troupes cubaines d'Angola. We waited for and worked toward for so long is another important sign. Thank you, sir, for coming to the White House. We look forward to our visit and to mutually beneficial talks. Thank you very much. Après ces mots de bienvenue du président George Bush, dans lesquels il a rappelé le contexte heureux de cette visite, il a rendu hommage aux efforts diplomatiques du président Denis Sassou Nguesso en direction de l'Afrique australe. Le président Denis Sassou Nguesso va maintenant répondre à son homologue américain. Monsieur le Président, au moment où je foule le sol américain pour ma première visite d'État, je veux d'abord saluer la grande nation qui a inspiré tant d'idéaux et de rêves à l'humanité depuis plus de 200 ans déjà. Je veux rendre un hommage mérité à ce grand peuple qui a su se libérer pour répandre des valeurs qui constituent encore aujourd'hui le socle idéologique des sociétés contemporaines. Vous êtes, Monsieur le Président, un des grands héritiers de cette riche tradition qui a permis à votre pays de bâtir dans la liberté et la démocratie une civilisation tout entière tournée vers le progrès, donc l'avenir. Les nombreuses initiatives très positives que continue d'engendrer votre concertation permanente avec votre homologue soviétique, le président Mikhail Gorbatchev, se situe justement dans la perspective heureuse d'un avenir plus certain et plus serein. Nous, peuples africains, nous sommes convaincus que ce fructueux dialogue ne peut qu'être bénéfique à tous les hommes au plan de la paix
et de la sécurité comme à celui du développement économique. Il se trouve que ma visite se situe au moment de la célébration du mois de l'histoire afro-américaine. C'est l'occasion pour moi, fils d'Afrique, de saluer avec déférence et gratitude la mémoire du président Abraham Lincoln et du pasteur Martin Luther King. Leur vie et leur combat constituent pour nous autres Africains une source d'admiration, de fierté et d'espérance. À cet hommage, je voudrais associer une grande figure de la dignité de l'homme africain, Nelson Mandela, dont la toute récente libération ouvre de vastes perspectives pour les négociations sur le devenir de la société sud-africaine. Désormais, le Congo peut envisager avec optimisme l'avenir de ses relations avec l'Afrique du Sud. Puisse cette heureuse coïncidence augurer de perspectives toujours plus encourageantes dans le renforcement de l'amitié et de la coopération entre nos deux mondes, entre l'Amérique et le Congo. En vous remerciant de cet accueil de très haute qualité et du message d'amitié que vous venez de m'adresser, je vous dis mon vif plaisir de me trouver ce jour dans cette belle capitale si chargée d'histoire et si porteuse d'espérance. Vive les États-Unis d'Amérique, vive le Congo. Je vous remercie. The coincidence usher in a period of ever more encouraging prospects for the strengthening of friendship and cooperation between our two worlds, between America and the Congo. Voilà donc le mot que vient de prononcer le chef de l'État congolais en réponse à ce que venait de lui dire son homologue américain. Nous devons vous prévenir que, en principe, le reportage devrait prendre fin pour des raisons tout à fait techniques, mais il nous reste juste quelques toutes petites minutes de Jean-Claude Kakou pour conclure et pour signaler que, en fait, le président de la République en a encore pour quelques 15 à 30 minutes ici à la Maison-Blanche. Oui, les deux chefs d'État vont maintenant entrer dans ce qu'on appelle ici la maison ovale. C'est le salon réservé aux entretiens en tête-à-tête entre le président américain et les présidents qui viennent en visite ici. Ils vont donc entrer dans la maison ovale pour un premier tête-à-tête qui sera suivi d'un entretien élargi aux experts, aux ministres des deux délégations. La cérémonie est donc en train de toucher à sa fin, la cérémonie tout au moins ici sur la pelouse. Les deux chefs d'État, radieux, souriants, entrent maintenant dans la Maison-Blanche pour un premier tête-à-tête historique entre un président congolais et un président des États-Unis d'Amérique. La décrispation politique, l'éradication des complexes, la destruction du mur psychologique entre Brazzaville et Washington, en un mot, le dégel, tel aura été le principal résultat de cette visite officielle. Résultat de loin le plus important, car il va ouvrir la voie à de nombreuses réalisations communes dans tous les domaines de la vie nationale congolaise, en plus de celles qui existent déjà.
Camarade ministre, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons suivi qu'il y a effectivement eu beaucoup de préjugés entre les deux parties, le Congo et les États-Unis, avec cette image de faucon pour les États-Unis et le label rouge pour le Congo. Et finalement, qu'est-ce que ce voyage a eu de particulier au-delà des déclarations officielles? Je crois, camarade, que le camarade journaliste Jean-Claude Kakou a trouvé le mot lorsqu'il a parlé du dégel. Le dégel, vous l'avez remarqué, même dans l'accueil. Vous avez vu le président George Bush accompagnant le président Denis Sassou Nguesso comme un ami. Et ceci, avec la contribution même de la nature. Vous avez remarqué le soleil qui participait à cet accueil également, et alors qu'on était en hiver. Et ceci, c'est le résultat de tout un travail fait par le président Denis Sassou Nguesso dans le cadre général de la politique d'ouverture qui est la nôtre, qui constitue notre fil conducteur dans la manière d'apprécier, de développer les relations avec l'extérieur. Et politique d'ouverture, politique également visant la consolidation des liens de coopération avec les peuples et également les liens d'amitié avec les dirigeants de ces peuples, avec les États qui veulent coopérer franchement avec nous. Dans ce cadre, donc, les États-Unis d'Amérique et nous avons fait un chemin depuis la reprise des relations diplomatiques en 1978, un chemin que nous avons trouvé intéressant. Nous avons remarqué de part et d'autre la volonté manifeste d'avancer les uns vers les autres et de poser des jalons significatifs dans cette politique d'ouverture, de coopération, de recherche de relations excellentes entre les deux pays. Vous avez pu remarquer au passage que, par exemple, la coopération dans le domaine pétrolier s'est développée. Et il suffit d'aller à Pointe-Noire, vous entendrez dire qu'il y a aujourd'hui 6 compagnies des États-Unis, 6 sociétés, je veux dire, qui travaillent dans le cadre de la recherche dans le domaine pétrolier. Vous avez noté au plan politique que ce 4 avril 1987 a été un point important dans les relations entre les deux pays. C'est le jour où le président Denis Sassou Nguesso, en plus, si vous voulez, d'autres activités, a pu mettre face à face les États-Unis d'Amérique et l'Angola pour essayer de voir comment sortir de l'impasse qui prévalait quelque temps auparavant. Et ce point de départ a aidé par la suite, a contribué par la suite à obtenir, grâce aux efforts des uns et des autres, ce qui est connu aujourd'hui sous le nom de protocole de Brazzaville et dont certains aspects vont être fêtés particulièrement avec l'indépendance de la Namibie le 21 mars. Donc, ceci, c'est le résultat d'un travail profond et le dégel, on peut dire qu'il est acquis, qu'il a obtenu, parce que pour cette visite, il a été envisagé des entretiens au sommet. Ils ont eu lieu, ils ont permis de définir, de redéfinir, si vous voulez, le cadre général qui doit sous-tendre les relations entre les deux pays. Et autrement dit, comme ministre, il y a incontestablement un climat de confiance entre les deux parties. Quels en sont les gages? Les gages, les gages, ça signifie qu'on se comprend mieux. On se comprend mieux, du moins, au niveau des deux chefs d'État. Et on l'a noté d'ailleurs depuis 1986, particulièrement des relations entre les deux responsables. À l'époque, le président George Bush était vice-président. Donc, il y a meilleure compréhension au sommet. Il y a même un lien d'amitié que nous avons pu noter. Et également à d'autres niveaux, au niveau du gouvernement, puisque le président a pu avoir des entretiens avec certains membres du cabinet. Ensuite, au niveau d'autres personnalités du Congrès, par exemple. Et par la suite, aussi, dans les milieux d'affaires, le ministre Moussa pourra développer ces aspects, le milieu d'affaires, les ONG, d'autres institutions telles que l'ADF, USAID, etc. Et
par d'autres biais, même en direction de la Banque mondiale et de FMI, via, si vous voulez, les États-Unis. Tout cela a permis de mieux présenter le Congo dans ce milieu qui est assez complexe, comme vous l'avez dit. Alors, donc, ceci constitue un soubassement qui fait que désormais, les relations entre les États-Unis et le Congo vont s'installer, vont être fondées sur une base solide. Voilà. Maintenant, pour le reste, il suffit simplement de travailler, d'entretenir ce climat qui vient d'être obtenu. Grand ministre, tous les analystes politiques s'accordent à dire que les États-Unis ont une conception quelque peu manichéenne du visage politique international, dans ce sens que tout ce qui est communisme ou socialisme, c'est mauvais, et tout ce qui est libéralisme ou capitalisme, c'est bon. Et sur ce point, on note également des déclarations avantageuses des hommes politiques américains, notamment sur le Bénin qui a renoncé au marxisme-léninisme, et notamment aussi sur le Mozambique qui à terme envisage l'élection suffrage universel du président, et des déclarations aussi avantageuses même pour le Gabon qui se prépare pour le multipartisme. On peut se demander quelle sera l'incidence politique de ce voyage pour notre pays. Je crois qu'il n'y a rien de plus important que le contact, que le dialogue. Et j'ai noté, moi qui ai eu le privilège d'être aux côtés du président et d'assister à pas mal d'entretiens au sommet, j'ai noté que les États-Unis aiment le contact, le langage franc, direct, une explication directe. Et ils aiment des gens qui peuvent leur dire la vérité, non pas pour les gêner, mais pour parler franchement de ce qu'ils pensent. Nous avons noté cette ambiance-là qui a fait que le président Sassou a été bien apprécié. Et bon, même que l'on soit socialiste ou pas, l'essentiel c'est de faire valoir un certain nombre de valeurs qui sont universellement reconnues, etc. Alors je crois que souvent on est peu pris par les préjugés et je ne sais pas, mais en tout cas vis-à-vis de nous, nous avons l'impression que même si on peut présenter le Congo comme pays à orientation socialiste, on s'est compris, parce que nous n'avons rien qui empêche le monde entier, l'univers de fonctionner, de tourner normalement. Nous ne dérangeons personne. Alors, sur ce plan, je vais sauf sur un certain nombre d'idées, un certain nombre de questions. Et dans ces conditions, on discute justement les États-Unis d'Amérique comme ça. On a été franc sur ce point. Ah oui. Je vais retourner du côté du camarade ministre du Plan, chargé de l'économie, avec notamment l'objectif des États-Unis qui est de promouvoir et de protéger les intérêts américains à l'étranger. Les États-Unis qui doivent tout de même bien se dire qu'il y a 171 nations dans le monde avec près de 5 milliards de personnes. Et l'aide, bien sûr, américaine doit essayer de s'étendre un peu dans tous ces plans-là. On aimerait savoir quel a été pour vous les résultats principaux sur le plan économique. Bon, disons tout à l'heure, le journaliste, en présentant son dossier, a commencé par dire que, vous-même, je pense, en l'occurrence, vous avez commencé par dire que les États-Unis sont une grande puissance économique. Je le confirme, les États-Unis sont la plus grande puissance économique de notre planète. Le dollar est la monnaie internationale par excellence. La technologie américaine, c'est une des technologies les plus sophistiquées que nous ayons en ce moment. Et chaque pays, je dis bien chaque pays, pratiquement sans exception, chaque pays cherche à tirer parti, à tirer profit de ce potentiel économique et technologique. Chaque pays, qu'il soit pays industrialisé, pays moyennement développé, pays en voie de développement, pays capitaliste, pays socialiste, chaque pays, dis-je, cherche à tirer parti effectivement de ce potentiel. En ce qui nous concerne, effectivement, nous avons mis longtemps, pour les raisons qui sont connues, que le camarade ministre des Affaires étrangères a évoqué tout à l'heure, nous avons plus ou moins assisté à un état d'hibernation de nos relations économiques avec les États-Unis pendant un certain temps. Mais depuis quelques années déjà, ces relations sont en voie de réchauffement. Le camarade ministre a évoqué tout à l'heure l'exploitation pétrolière, l'exploitation de la recherche pétrolière. Et il faut que vous sachiez que les États-Unis sont le plus gros importateur de notre pétrole. Donc, ce sont des relations qui se sont réchauffées depuis un certain temps. Et il me semble que le voyage du camarade président va permettre à ces relations de se développer davantage.
sur des créneaux choisis par nous, et suivant les modalités concertées de part et d'autre. Alors vous me demandez maintenant, vous posez la question de savoir quel est, d'après moi, le résultat principal de cette visite. Je pense qu'il y a plusieurs résultats, à mon avis. Je peux vous les résumer très rapidement. D'abord, au plan politique, c'est un peu ce que vous-même vous dénotiez comme étant le dégel, l'écroulement du mur de méfiance psychologique qui existait entre les deux pays. Et ce dégel est en lui-même extrêmement porteur d'avenir et de relations économiques entre les deux pays. Tant il est vrai qu'on ne peut pas amplifier une coopération économique si de part et d'autre on conserve une méfiance réciproque. Il y a naturellement que ce dégel va nous permettre de développer et même d'accélérer des relations économiques au plan multiforme. D'abord, nous avons signé à Washington le traité sur la protection des investissements américains au Congo et des investissements congolais éventuels aux États-Unis, parce que c'est un traité en réalité réciproque. On ne sait jamais, tôt ou tard, peut-être il pourrait arriver aussi à des investisseurs congolais un jour en tirant parti de l'économie américaine, peut-être d'investir là-bas aussi. Et ces investissements doivent à leur tour être protégés. Ce sont des intérêts congolais. Donc ce traité a été signé. Je rappelle ici que de tels traités ont déjà été signés par beaucoup de pays, dont les pays socialistes, la Chine par exemple, avec beaucoup de pays occidentaux. Donc ce traité a été signé. Nous avons signé un accord de prêt d'une valeur de près de 600 millions de francs CFA destiné à financer des micro-réalisations, de petits projets économiques en zone rurale, ici au Congo. Alors, cet accord de prêt s'appelle l'accord PL 480, qui a été signé par moi-même au cours de ce voyage. En dehors de ça, nous avons eu toute une foule, et c'est peut-être ça, à mon avis, l'essentiel. La visite marque l'écroulement du mur de méfiance. Le traité sur la protection des investissements réciproques entre les États-Unis et le Congo garantit le cadre acceptable et qui permet déjà aux uns et aux autres, qui permet d'ores et déjà aux uns et aux autres, je pense, d'envisager avec plus de sérénité l'avenir des relations économiques. Alors donc, sur cette toile de fond, nous avons eu de nombreux contacts avec les ONG. Nous avons présidé un séminaire sur le Congo avec des ONG, où participaient une vingtaine de ONG. Nous avons reçu quantité d'hommes d'affaires, un déjeuner qui était offert en l'honneur du président de la République et où assistaient quantité d'hommes d'affaires pratiquement de toutes les branches et de tous les secteurs de l'économie américaine. Et nous avons eu surtout une séance de travail extrêmement constructive au département d'État. Séance de travail où figuraient, à laquelle participaient pratiquement tous les organismes américains officiels chargés de la coopération avec des pays en développement. Et il y avait à peu près une dizaine d'organismes publics américains qui participaient à cette séance de travail. À l'issue de cette séance de travail, il a été décidé, dans quelques mois, d'organiser des journées économiques du Congo dans certains États américains. Au cours de ces journées, il serait pris des contacts avec des opérateurs économiques, des hommes d'affaires américains, sur des projets précis que le gouvernement congolais et les opérateurs économiques du Congo, entre-temps, prépareraient. En même temps, tout ce que le Congo a pris comme mesure aujourd'hui, garantissant, disons, un climat sain d'investissement dans le pays et de relance de la croissance économique dans le pays, toutes les mesures telles que le code d'investissement, telles que ce traité que nous avons signé à Washington, que le ministre Ndinga a signé à Washington, telles que notre appartenance au MICA, qui est très peu connue, c'est l'agence multilatérale de garantie des investissements, qui est une filiale de la Banque mondiale, et nous participons à cette agence. Tout cela sera expliqué à nos partenaires américains pour
développer des joint ventures, par exemple, ou susciter ici un mouvement encore plus accru d'investissement américain dans notre pays. Bon, naturellement, comme chacun le sait, les États-Unis jouent un rôle déterminant dans un certain nombre d'organismes financiers internationaux. Le Fonds monétaire, la Banque mondiale, ils jouent un rôle non négligeable à la Banque africaine de développement. Voilà. Et donc, nous avons parlé effectivement de la coopération entre le Congo et ces organismes. Nous en avons parlé avec les responsables américains qui sont décidés à nous soutenir dans nos efforts de redressement de l'économie. Nous reviendrons là-dessus, quand ministre. Avec votre permission, nous allons voir en image la signature de cet accord qui garantit des investissements américains dans notre pays. Après ce premier tête-à-tête à la Maison-Blanche, Denis Sassou Nguesso s'est rendu au département d'État où il a été reçu par M. Eagleburger, l'adjoint du secrétaire d'État américain James Baker, en mission à Moscou. Ici, le président Denis Sassou Nguesso a poursuivi avec son interlocuteur les entretiens politiques débutés le matin à la Maison-Blanche. Mais on a surtout signé un accord de haute portée juridique et économique portant sur la garantie des investissements américains au Congo. Il s'agit ici d'une invitation sans protocole du gouvernement congolais aux opérateurs économiques américains. Cet accord est la preuve nouvelle de la volonté du Congo de s'ouvrir à l'extérieur et de coopérer avec tous ceux qui le désirent sur la base du respect mutuel et de la souveraineté de chacun. Au moment de quitter le département d'État, Denis Sassou Nguesso a fait une première déclaration à la presse américaine. Le ministre vient de résumer les entretiens que nous avons eus ici au département d'État et qui sont la suite de ceux que nous avons eus ce matin à la Maison-Blanche. Nous nous félicitons du climat qui entoure ces entretiens, qui est un climat amical et chaleureux. Nous pensons que tous les problèmes qui sont évoqués sont dans une bonne voie et ouvrent de perspectives heureuses à la coopération entre les États-Unis d'Amérique et la République populaire du Congo. Notre visite n'est pas terminée et nous allons continuer de travailler et nous sommes persuadés que notre visite ici aux États-Unis d'Amérique sera couronnée de succès. Comme ministre, nous avons vu en image l'accord qui garantit les investissements américains au Congo. Nous pensons bien, vous l'avez dit vous-même, qu'il y a pas mal d'accords qui ont été signés avec d'autres pays, notamment avec la Grande-Bretagne, mais qui sont restés généralement des professeurs de foi sans lendemain. Est-ce qu'après ce voyage, il y a déjà quelques velléités réelles d'investissement américain au Congo? D'abord, les investissements américains n'ont pas attendu cet accord, n'est-ce pas, pour se manifester dans certains secteurs de l'économie nationale dans notre pays. Nous citerons le cas, par exemple, de l'investissement pétrolier. Nous avons ici, le ministre Ndinga l'a souligné tout à l'heure, un certain nombre de sociétés pétrolières qui ont signé des accords avec le Congo et qui ont déjà commencé à faire la recherche pétrolière. Certains ont trouvé et ont même d'ores et déjà commencé à exploiter. Donc on peut dire que les investisseurs américains n'ont pas nécessairement attendu cet accord. Bon, nous avons aussi, avec les privés américains, une société commune ici dans le domaine du bois qui s'appelle CBI. C'est la Congolaise des bois imprégnés, n'est-ce pas, qui fabrique des poteaux électriques en bois imprégné. Cela étant, il n'y a qu'un accord général destiné à garantir la sécurité de l'investisseur dans un contexte international qui est lui-même extrêmement difficile pour l'investissement des pays développés vers les pays en développement et surtout les pays africains. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, la tendance générale, la tendance la plus lourde dans le monde est le désinvestissement, le désengagement des investisseurs de l'Afrique vers les pays développés et eux-mêmes
vers les pays d'Asie, les nouveaux pays en développement, disons industriels d'Asie, et depuis peu, et bon, comme vous le savez aussi, vers l'Europe de l'Est. Donc, on ne trouve pas aujourd'hui beaucoup d'investisseurs pour courir vers l'Afrique. Donc, dans un tel climat, effectivement, dans un tel contexte, un accord général qui garantit la sécurité de celui qui apporte son argent pour venir dans un pays donné, et en l'occurrence chez nous, créer une activité, créer des revenus, créer des emplois, créer de la valeur ajoutée, payer des impôts, distribuer des revenus. Je pense qu'il est légitime, effectivement, de penser qu'une protection, que cet investisseur sollicite une protection particulière de son investissement. Alors, cet accord, en réalité, vise deux objectifs vus du côté de l'investisseur. Il cherche à se prémunir contre deux risques fondamentaux. D'abord, les risques d'ordre politique. Par exemple, nationalisation. Par exemple, risque dû à des mouvements sociaux divers. Et le deuxième risque dont il cherche à se prémunir, dont tout investisseur cherche à se prémunir, c'est le risque, disons, il s'agit ici pour lui d'avoir l'assurance que le fruit de son investissement, les revenus générés par son investissement, puissent être transférés assez librement dans son pays d'origine. Et alors, donc, cet accord prévoit un certain nombre de dispositions garantissant la sécurité de l'investissement, et au cas où, par la force des choses, par exemple, un certain nombre, disons, d'actes politiques étaient posés de façon à marquer un peu plus la présence et la maîtrise du pays sur tel ou tel investissement. Alors il y a toute une série, il y a tout un dispositif qui prévoit les compensations nécessaires dans les délais les meilleurs, etc. Alors sur le plan politique, je crois que finalement, ça va être une véritable chassé-croisée. Il y a d'un côté les accords avec les pays de l'Est, même si ceux-ci ont commencé à changer un peu de politique, et puis des accords avec les pays de l'Occident. Sur le plan diplomatique, comment ça va se régler? Je crois que le monde tend vers une meilleure compréhension et le contexte politique international montre qu'il n'y a pas incompatibilité à coopérer, à avoir de bonnes relations avec tel ou tel pays, quel que soit son horizon politique. Et vous voulez parler quoi? Les relations Est-Ouest. Exactement. Bon. Alors, les États-Unis et l'Union soviétique coopèrent très bien dans beaucoup de domaines économiques et même politiques. Donc, il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là. De toute façon, le Congo, comme je l'ai dit au début, fort de sa politique d'ouverture, a toujours œuvré de cette façon-là. Nous n'avons jamais eu d'exclusive et il y a souvent eu des incompréhensions et tout. Et nous avons entrepris un travail pour expliciter nos points de vue et dans beaucoup de situations, c'est même bien apprécié. Et parce que c'est des contributions pour une meilleure marche des choses dans le monde. Sur le problème de la paix, par exemple, il ne faut pas croire que tout a toujours été facile. Et il fallait bien, au niveau du président, par exemple, prendre les initiatives qui s'imposaient. Et puis, lorsqu'on a apprécié ici et là la justesse des idées, bon, ben, on a marché. Donc, il n'y a pas d'obstacle de ce côté-là. Il y a également eu un accord sur le corps de la paix. Oui. Qu'est-ce qu'il prévoit? Nous avons besoin de ce corps-là dans quel cadre exactement dans notre pays? C'est dans le cadre de la coopération. Il y a 1000 choses, 1000 idées à ce sujet. Mais nous avons regardé de très près et nous avons pensé qu'aujourd'hui, on peut travailler dans ce cadre-là aussi. C'est une structure qui peut agir dans le cadre des investissements, de la coopération. Et nous pensons qu'on peut travailler honnêtement. Et quand ministre, je m'adresse là au camarade ministre du Plan et de l'Économie, notre pays ne bénéficie pas des dispositions de Toronto. Nous sommes un pays à revenu intermédiaire. Les dispositions de Toronto prévoient l'annulation tout ou partie de la dette des pays les plus pauvres. Est-ce que vous pensez que les rapports
que nous avons en ce moment avec les relations internationales et les institutions financières internationales permettent de penser qu'on puisse avoir un petit coup de pouce sur ce qui concerne notamment la dette extérieure du Congo? Bon, en en tant que prétendu pays à revenu intermédiaire, j'emploie à dessein le mot prétendu. En tant que pseudo-pays à revenu intermédiaire, bon, nous, pour le moment, nous sommes écartés d'un certain nombre d'arrangements internationaux concernant la dette des pays en développement. Nous avons toujours dit que c'est un tort et ce dossier a été plaidé auprès des autorités américaines comme nous le plaidons chaque fois que nous sommes en face de nos créanciers, qu'ils soient des créanciers privés ou des créanciers publics ou multilatéraux. Cela étant, je pense qu'à l'heure actuelle, ce que nous visons, disons, de façon plus réaliste aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement à bénéficier des dispositions de Toronto, qui sont des dispositions qui ont été dictées dans un autre cadre, qui s'adressent à une catégorie donnée de pays, n'est-ce pas, de pays. Notre but stratégique vise à ce que ces dispositions aussi s'étendent, bien sûr, aux autres pays, y compris nous. Mais à court terme, nous visons à trouver avec des organismes internationaux habilités à cet effet, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, le Club de Londres, le Club de Paris. Nous visons donc à trouver avec eux des arrangements les plus favorables possibles, aujourd'hui essentiellement sous forme de rééchelonnement et avec le Club de Londres sous forme de décote tout de même assez importante. Nous sommes donc à trouver des arrangements sur la dette, sous ces formes-là, mais à condition que ce soit des arrangements les plus favorables possibles. Par exemple, s'il s'agit d'un rééchelonnement, que ce soit le rééchelonnement le plus long possible, de façon à alléger la charge annuelle du service de la dette. Sur ce plan, je crois qu'il y a aussi des négociations qui ont déjà été engagées entre, d'un côté, le Congo, le Gabon, le Cameroun, mais aussi la Côte d'Ivoire et la France, qui n'ont manifestement pas encore abouti. Qu'est-ce que les États-Unis ont promis dans ce sens-là exactement? Bon, disons que sur ce point, d'abord nous-mêmes, nous avons engagé des négociations et à l'heure actuelle, ces négociations se poursuivent puisqu'il y a des délégations du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale présentes ici en ce moment. Et nous sommes en train de négocier donc un accord pour trouver une issue à ce problème ultérieurement avec les divers clubs que j'ai cités tout à l'heure. Bon, il y a aussi que les pays qui, pour le moment, sont un peu écartés de certains arrangements qui ont été trouvés en faveur des autres. Ces pays dits à revenu intermédiaire. Bon, les pays de notre sous-région, plus précisément le Congo, le Gabon, le Cameroun, les chefs d'État de ces pays se sont concertés plusieurs fois et ont fait des démarches communes auprès du gouvernement français, qui est leur principal bailleur de fonds, donc leur principal créancier. La France est le principal créancier de ces trois pays, pour d'abord plaider aussi leur dossier en disant qu'ils ont des problèmes parfois au plan de l'endettement beaucoup plus violents que ceux qui affectent aujourd'hui les pays dits les moins avancés. Et que, à cause de ces problèmes, ils aimeraient eux aussi être éligibles donc à un certain nombre d'arrangements particuliers qui sont en train d'être confectionnés, trouvés en leur faveur. Bon, les trois présidents ont envoyé des lettres au président Mitterrand, lequel a répondu. Je pense que de façon globale, il y a des compromis qui sont en train peut-être d'être trouvés. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci pour votre fidélité. Mesdames, Messieurs, c'est l'histoire d'un homme, c'est notre histoire aussi. Et elle est essentielle à la compréhension de notre présent. Nous approprier de notre passé pour mieux évaluer les enjeux importants de notre temps et contribuer à dessiner ou redessiner notre futur. Pensée du jour. L'homme est la mesure de toute chose, de l'être en tant qu'il est, du non-être en tant qu'il n'est pas. Point de citation. Protagoras. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Au revoir et à la semaine prochaine sur la même antenne, le même jour à la même heure. Et toujours avec le même plaisir. D'ici là, mesdames, messieurs, portez-vous bien. Bonne soirée à tous et bonne suite de programmes sur Télécongo.